tous, aujourd'hui je voulais vous faire la première partie du bilan de l'été. Alors je vais vous parler d'abord de juillet, puisque si je vous fais un bilan complet de l'été, je dois vous parler de 35 livres dans une seule vidéo, puisque j'en ai lu 15 en juillet et 20 en août. Et on va pas faire ça, hein, parce que sinon ça va être très très long. Donc on va plutôt parler d'abord de juillet, puis d'août. C'est mieux. Donc on va commencer par juillet. Donc 15 livres en juillet, si je regarde rapidement, ça fait 3 audiobooks et tout le reste, du coup 12 livres, soit en numérique, soit en papier. Je me suis rendu compte, et ça me semblait évident, que j'allais beaucoup moins écouter d'audiobooks pendant les grandes vacances, puisque j'ai beaucoup plus de temps pour lire, et que les audiobooks je me les réserve pour les moments où je dois conduire, où je dois aller au travail. Comme j'ai 1 heure de route en tout dans la journée, ça me fait 1 heure d'audio dans la journée. Donc voilà, c'était beaucoup moins facile, on va dire, d'écouter des audiobooks, mais en même temps je vais pas me plaindre, parce que ça veut dire que je peux tranquillement me poser avec mon livre, donc c'est beaucoup mieux. Alors, justement, le premier livre que j'ai fini en juillet, c'est In the Lives of Puppets de T.J. Klune, qui est un audiobook que j'ai donc lu pendant alors la fin de la période de cours de l'année dernière, enfin la fin de l'année scolaire 2022-2023. In the Lives of Puppets, c'était une lecture commune, alors il n'était pas du tout dans ma wishlist. C'est pas du tout un livre qui m'attirait parce que l'auteur en fait m'attirait pas forcément. Sans doute parce qu'il était très populaire et que, bon, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un sentiment de contradiction un petit peu ridicule qui fait que quand un auteur est vraiment très très lu ou vraiment beaucoup mis en avant, moi je vais dans l'autre sens. Donc T.J. Klune, voilà, je l'avais vu. Il y avait des livres de lui qui m'intéressaient, hein, notamment The House in the Cerulean Sea et Under the Whispering Door. Mais vraiment, In the Lives of Puppets, bon, il était sorti il y a pas longtemps et j'y avais pas fait attention du tout. Puis des amis parlaient sur le Discord de lire ce livre et je me suis dit, bon allez, let's go, on va faire une petite lecture commune, ça va être très sympa. Et donc j'ai commencé In the Lives of Puppets et c'était incroyable. C'était génial, c'était formidable, j'ai adoré ce livre, c'était trop bien. Alors j'ai commencé par le dernier de T.J. Klune parce que c'était sa dernière sortie, hein, clairement il était sorti en mai et moi je l'ai lu en juillet. Et donc je me suis dit, après l'avoir fini, mais mon dieu, mais du coup, enfin ça tombe, j'ai lu son meilleur, comment je vais faire après? Vous verrez que, enfin pour le bilan de septembre, j'ai lu 2 autres livres de lui et bon voilà, ça va, ça va. Donc In the Lives of Puppets, déjà ça partait mal quand j'ai lu le résumé, quand les filles en ont parlé, puisque c'est une réécriture de Pinocchio et je n'aime pas du tout Pinocchio, voire je déteste Pinocchio, que ce soit le livre de Collodi ou l'adaptation Disney, le dessin animé ou quoi. Non, Pinocchio je peux pas, déjà ça m'angoisse terriblement, parce qu'il y a ces scènes avec les ânes et tout ça, oh mon dieu non c'est horrible. Donc voilà, non Pinocchio vraiment c'est pas mon truc. Et donc quand j'ai commencé le livre et que après je me suis dit bon je vais quand même lire vite fait le résumé en diagonale, j'ai vu Pinocchio dans le résumé, je me suis dit ah bon. Et en fait je vois hein, pourquoi c'est une réécriture de Pinocchio, mais c'est non ça va, franchement c'était génial, vraiment je ne peux que vous recommander T.J. Klune. Alors pour le coup In the Lives of Puppets n'est pas encore sorti en français puisqu'il vient de sortir en anglais, mais dès qu'il sort lisez-le. C'est l'histoire de, je me souviens déjà plus son nom parce que je suis nulle pour retenir les noms, je ne sais pas pourquoi. Avant ça venait tout de suite mais là nul. Je crois qu'il s'appelle Nick, hein, non? Pas du tout. Pourquoi j'ai cru qu'il s'appelait Nick? Ah, parce qu'il s'appelle Vic. Voilà. Donc il y a Victor qui est un garçon qui vit avec son père Giovanni. Voilà, Giovanni comme dans voilà, Geppetto en gros. Hein. Et voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant sur ces 2 personnages. Vous savez juste que Victor est un jeune homme, on va dire. Je sais pas exactement quel âge il a. Pour moi, il est oui, jeune adulte. Et il vit donc avec Giovanni et avec 2 robots, Nurse Ratched et Rambo. Donc Nurse Ratched qui est un robot infirmière, enfin, voilà. Et Rambo qui est un aspirateur. Voilà, quand on dit ça comme ça peut paraître un peu étrange et vous vous dites quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, voilà. Donc c'est le résumé, il vit comme ça dans la forêt et Victor a l'habitude d'aller chercher des pièces mécaniques dans une espèce de décharge, si on peut dire ça comme ça. Et son père est pas, voilà, il aime pas trop qu'il aille là-bas, mais lui il ramène des robots qui sont hors d'état de fonctionnement en fait, et il les ramène pour les remettre en état de marche, pour
les réparer, ce genre de choses. C'est de là que viennent Nurse Ratched et Rambo. Je vais m'arrêter là pour le résumer. C'était génial, j'ai adoré le développement du monde, j'ai adoré l'intrigue, sans bien sûr trop vous en dire, mais Victor va aller dans cette décharge, il va trouver un robot un peu particulier, et ça, tout va partir de là. C'était génial, les personnages sont incroyables, exactement comme je les aime, c'est-à-dire ils sont complexes, ils sont super émouvants, ils sont pas pour autant entièrement blancs, hein, c'est pas manichéen, mais vraiment on a l'impression, moi j'ai eu l'impression, puisque je l'écoutais en audio, d'avoir les personnages près de moi, et c'était génial, j'adorais les entendre parler, j'adorais être avec eux, c'était trop bien. D'ailleurs du coup je trouve que le narrateur est vraiment très bon. Je crois que c'est Henning, voilà, Daniel Henning qui narre In the Lives of Puppets. Si vous voyez un bouquin avec ce narrateur, il est vraiment trop bien. Mes personnages préférés sont évidemment Nurse Ratched et Rambo parce que je trouve qu'ils sont déjà ils forment une équipe top. Et en plus, les deux personnages vont réussir à apporter dans le livre un mélange d'humour, de tendresse, de douceur et d'espèce de mélancolie. C'était vraiment très beau. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses avec eux. Hein. On peut s'attendre parfois avec des sidekicks entre guillemets, des personnages secondaires à ce qu'ils soient soit légers, soit qu'ils apportent des thèmes lourds. Mais eux, ils apportent les deux en même temps. Ce qui est parfait, je trouve. Voilà, j'ai pleuré en lisant ce livre. J'ai beaucoup ri et souri aussi en lisant ce livre. J'avais envie que le livre se poursuive. Quand j'arrivais vers la fin, j'étais non, j'ai envie de le finir d'un côté parce que j'ai envie de connaître la fin, mais j'ai pas envie que le livre se termine parce que T.J. Klune et enfin en tout cas les livres que j'ai lus de lui ne sont que des stand-alone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Et j'avais trop envie d'une suite, voilà, j'étais tellement déçue que ce livre se termine. Bon après il y a des... J'ai fait une chronique sur Goodreads où je parle un petit peu de spoilers, donc je vais pas vous spoiler évidemment. Mais il y a une trope dans ce livre, qui apparaissait déjà d'ailleurs dans d'autres livres que j'avais lus. Je suis pas persuadée d'apprécier ce trope, je peux pas vous en parler parce que sinon ça vous spoil, mais pour ceux qui l'ont lu ou écouté, on pourra en parler. Mais il y a un trope que j'apprécie moyennement en fait, je sais pas. J'ai adoré le livre, vraiment c'est un coup de cœur extraordinaire, mais ce trope, je trouve qu'il est... je trouve que c'est une façon déchirante de... Michka ne sait pas comment arriver jusqu'à moi, c'était très mignon. Je trouve que c'est une façon déchirante de représenter la séparation, pour pas dire d'amener la mort dans le livre, mais voilà, ça me met vraiment mal à l'aise ce trope, donc voilà. Je pourrais peut-être vous refaire d'ailleurs une vidéo sur les tropes que je n'aime pas ou les tropes qui me mettent mal à l'aise, les tropes que j'adore, ce genre de choses, et je vous donnerai de nouvelles recommandations. C'était Mishka. Mais oui, voilà, nouveau trope du coup que je suis pas sûre d'apprécier. Il y a une romance dans ce livre. Je n'ai pas spécialement apprécié la romance. J'ai aimé les interactions entre les personnages. Il y avait des choses que je trouvais un peu étranges, mais c'est personnel. J'étais beaucoup plus intéressée en fait par les relations plutôt amicales ou filiales entre les personnages plutôt que par cette romance. Voilà. Pour moi, elle aurait pas été là, ça aurait été pareil en fait. Elle n'était pas nécessaire pour moi, mais c'était sympa. Mais voilà. Et il y a un personnage en particulier qui m'a fait pleurer. Voilà. D'ailleurs, le narrateur, quand il joue une certaine scène par ce personnage, oh, c'était dur. Pour vous donner, le personnage c'est Giovanni du coup. Il y a une scène, rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer. Il y avait un passage où c'était juste... et voilà, dernière remarque sur le livre, c'est encore un spoiler donc je vais éviter de vous le dire, mais est-ce que je peux? Je ne sais pas. En fait, c'est pas seulement une réécriture de Pinocchio, il y a une réécriture d'un autre livre qui fait partie de mes livres préférés, donc j'étais ravie de voir cette réécriture dedans. Enfin, en tout cas, j'y ai vu une réécriture dedans, mais c'était en plus hyper original parce que c'était une réécriture mais qui retourne vraiment complètement le pitch de base du roman dont je ne peux pas vous parler parce que sinon c'est un énorme spoiler sur le livre là, mais voilà, c'était super original et du coup j'ai adoré. Et depuis j'ai lu d'autres livres de T.J. Klune dont je vous parlerai plus tard, mais vraiment celui-là il était incroyable et je le veux absolument en papier, je le veux d'ailleurs en hardback, je veux le relire et je veux souligner
mes citations préférées, parce que ce livre était bourré de citations que j'aurais adoré surligner, souligner, tout ce que vous voulez. Mais bon, comme j'étais en voiture, j'allais pas m'arrêter toutes les 5 minutes pour écrire. Trop bien. Si vous n'avez jamais lu Clown, je sais pas ce que son nom de famille se dit comme ça, lisez-le. Commencez peut-être pas par In the Lives of Puppets si vous n'avez pas envie de commencer par le dernier qu'il a publié, mais lisez-le, il est exceptionnel et ce livre est formidable. On passe à la suite, j'ai ensuite fini 2 livres le même jour visiblement. J'ai donc fini Le Baptême du Feu, Sorceleur tome 5. Alors très rapidement j'ai eu énormément de mal avec ce livre. Alors moins qu'avec le tome suivant, mais je sais même pas quoi vous dire en fait sur ce tome. C'est-à-dire que pour moi, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes que j'ai faites récemment, mais pour moi la meilleure partie de Sorceleur c'est les 2 premiers tomes en fait, c'est les recueils de nouvelles. Je les trouve, je sais pas, moi j'ai préféré les recueils de nouvelles. Je trouve que les romans, les chapitres sont trop longs, il se passe pas énormément de choses, j'ai eu l'impression qu'on stagnait beaucoup. D'ailleurs je crois que j'ai fait une chronique en fait sur ce livre très rapidement pour vous dire. Après parce que c'est pas que je m'en souviens pas, hein, mais je confonds du coup un petit peu Le Baptême du Feu et La Tour de l'Hirondelle que j'ai lu peu de temps après. Oui, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, j'ai l'impression que les personnages se tournent en rond, j'ai l'impression aussi qu'ils se tournent autour mais qu'ils n'arrivent jamais à se retrouver. Ce qui peut être sympa, hein, mais là, voilà. J'aime toujours certains personnages comme Geralt par exemple, mais ça ne permet pas de, on va dire, de compenser le fait que j'ai pas réussi à entrer dans ce tome, vraiment pas. Il y a une partie sur les magiciennes où je m'étais dit trop bien, on va pouvoir en apprendre plus sur elles. Et d'ailleurs c'est le côté politique du roman, enfin de la série va se concentrer d'ailleurs chez les magiciennes, davantage que avec Geralt qui lui est clairement paumé hein, au niveau politique, ça lui passe largement dessus. Mais du coup je me suis dit trop bien, on va pouvoir voir les magiciennes et en fait j'ai trouvé que les magiciennes étaient très misandres. Et alors déjà qu'il y a un côté misogyne dans Sorceleur parfois, ou un côté sexiste en tout cas, ajouter de la misandrie, en fait ça crée pas un équilibre. Hein. C'est-à-dire que s'il y a de la misogynie d'un côté et de la misandrie de l'autre côté, il n'y a pas un équilibre entre les deux. C'est juste hyper sexiste du coup, des 2 côtés. Donc voilà, je me suis dit mais pourquoi? Enfin bref, il y a aussi beaucoup de scènes de violence sexuelle et voilà. C'était... Il y en a une notamment, je crois que c'est dans ce tome là d'ailleurs, c'est pas dans le tome suivant, c'est dans celui-là. Ah non. Et je crois aussi que c'est dans celui-là où il se passe quelque chose avec... il y a un personnage féminin à qui va arriver quelque chose et c'était vraiment dur. Donc voilà. Sinon, que dire de plus sur ce livre? C'était pénible. Voilà. C'est dommage mais j'ai l'impression vraiment de peiner, de galérer, j'ai l'impression d'être sur un rameur et de pas avancer en fait quand je lis Sorceleur. Donc bon voilà, c'est pas... Mais en fait si je continue c'est aussi parce que je lis des livres de non-fiction sur Sorceleur et que je trouve ça vachement intéressant en fait d'analyser la série. Mais vraiment c'est clairement pas une de mes séries préférées, ce que je trouve dommage parce que je pensais que ça pouvait le devenir mais en fait non. Ensuite on a le guide de l'Uchronie de Karine Gobled et Bertrand Campais, je ne sais pas comment ça se dit, publié donc chez ActuSF, donc je vous conseille d'aller l'acheter tout de suite vu que la maison d'édition ferme et que pour l'instant il n'y a pas de repreneur, donc allez le chercher. C'est un guide vraiment très bon. Il y a différentes sections. Alors attendez que je vous parle un peu de ça, voilà. C'est la 3e édition, donc on a une préface, on a une introduction, on a une partie qui nous explique ce qu'est l'Uchronie, hein, parce que du coup c'est un guide sur l'Uchronie. On a une partie avec la littérature, une partie avec les œuvres graphiques, une partie avec les autres médias et l'Uchronie sur internet. C'était vraiment top, surtout aucun article sur les livres, sur les films ou sur d'autres médias ne spoil quoi que ce soit et ça j'ai trouvé ça génial parce que, enfin, j'ai tenté de lire un autre guide de la collection d'ActuSF, le guide Stephen King, et en fait l'auteur, même si son guide est très bien, spoil en fait les œuvres de King. Alors, d'accord, hein, je veux dire, c'est normal parfois de le faire, mais au moins prévenir peut-être, parce que du coup je me suis fait spoiler Shining, en tout cas une partie de Shining, et j'étais dégoûtée, parce que je veux le lire ce livre, hein, voilà. Donc non, le spoiler, faut pas faire ça. Et ici du coup, aucun spoiler, ce qui est top. C'était génial, ma wishlist a absolument explosé. J'ai découvert des livres que je ne connaissais pas du tout, des films que je ne connaissais pas du tout. Le guide est bien fait. Alors je vous conseille pas par contre de le lire d'un coup. Moi j'ai essayé de le faire et j'ai dû faire une pause parce que bon, lire des résumés de livres tout le temps c'est bien, mais moi j'avais du coup super envie de lire en fait avec ce livre. Donc j'ai fini par le mettre de côté et lire de la fiction à côté.
Mais vraiment c'était vraiment très bien, je vous le recommande. Mais du coup vous allez, voilà, clairement votre wishlist, voire votre pal va exploser. Vous avez aussi des interviews d'auteurs qui expliquent du coup ce que c'est l'Uchronie pour eux, les meilleures œuvres uchroniques pour eux, comment ils ont écrit telle œuvre uchronique, tout ça. Vraiment c'était génial. Et voilà. Je ne sais que vous dire de plus sur ce guide à part qu'il est formidable et que j'adore la couverture. Voilà. Oh mon dieu, on dirait que je deviens rapide, mais que se passe-t-il? Le livre suivant que j'ai lu, est-ce que je vais y arriver? Oui. C'est Au prochain arrêt d'Hiro Arikawa. Alors c'était son dernier roman, publié en français, puisqu'elle a publié, enfin il y a entre temps une traduction qui est sortie des Mémoires d'un chat, que je n'ai pas encore lu mais que je compte lire. C'est son dernier livre en français du coup. J'avais envie de lire des romans japonais. J'avais envie de lire des romans japonais ces derniers temps et du coup voilà, là je sais pas, je trouve cette couverture, mais enfin cette couverture m'a donné trop envie d'être dans le train avec les personnages en fait. Donc voilà, j'ai lu le résumé, je me suis dit ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être sous forme, alors pas forcément sous forme de nouvelles, mais j'avais bien compris qu'on suivait pas tout le temps les mêmes personnages. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Mais vraiment cette couverture, je suis amoureuse de cette couverture, je la trouve incroyable. Bref, je la trouve vraiment très douce et j'adore qu'il y ait des cerisiers en fleurs et ce train là suspendu avec les collines derrière, vraiment, parfait. Voilà. Et puis j'adore les voyages en train. Donc vraiment, enfin, ce livre avait tout pour me plaire. Et effectivement, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré. J'ai adoré suivre les différents personnages. Alors on va les suivre à chaque arrêt en fait, à chaque gare. Parfois on va revenir vers des personnages qu'on a déjà vus, on va nous en introduire de nouveau et voilà, j'ai adoré passer ces petits moments avec eux. C'est clairement des tranches de vie, hein, c'est pas j'allais dire c'est pas très lourd. Hein. Non, enfin moi j'ai trouvé ça assez léger, assez doudou, enfin moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est considéré comme un roman mais clairement, enfin moi je l'ai aussi un peu lu comme un recueil de nouvelles. Les chapitres se suivent mais on va suivre différents personnages et voilà, c'était parfait. Il y a du coup 2 parties, une en juin et une en décembre, à 6 mois d'intervalle avec les mêmes personnages, que j'ai retrouvés avec joie d'ailleurs, j'étais vraiment trop contente de les revoir. J'ai même noté que j'aurais adoré que ce soit un peu plus long parce que j'aurais aimé être encore avec les personnages. J'ai aussi... voilà, je me suis attachée à eux alors que c'est étrange, on les suit vraiment pendant un très court instant, mais j'étais vraiment avec eux, voilà, j'étais vraiment bien avec eux. On a du coup différents sujets abordés avec ces différents personnages, parfois ça peut être assez lourd, par exemple la violence conjugale. Je m'attendais pas à ça, hein, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit vachement plus light que waouh. Voilà, violence conjugale, merci. On a aussi une relation grand-mère petite fille, c'était merveilleux, ça c'était vraiment trop beau, une de mes parties préférées. On va aussi évoquer le deuil, les amours naissantes, l'amitié, la rupture, la vengeance. Il y a notamment un personnage qu'on va suivre qui veut se venger et voilà, c'était beau. Et je vais vous lire du coup le tout début du roman parce que il m'avait agrippé dès le début. Donc c'est à l'aller, direction Nishinomiya Nord, Takarazuka. Les gens qui prennent le train seuls se composent en général une mine indifférente. Leur regard, qui va des publicités placées en hauteur au paysage à l'extérieur, erre en évitant sans cesse de croiser celui d'autrui. Ou alors ils passent leur temps à lire quelque chose, à écouter de la musique ou à fixer l'écran de leur téléphone. Une personne seule qui n'agira pas ainsi et exprimera une émotion attirera l'attention. Voilà, moi ça m'avait déjà, enfin j'étais déjà dans le livre parce que j'ai reconnu les attitudes qu'on trouvait effectivement dans les trains. Donc voilà. Oui voilà, j'ai noté que c'était très bien orchestré puisque les personnages en fait vont se croiser, c'est-à-dire qu'un personnage va sortir à une gare et en fait on va rester dans le train avec un autre personnage ou alors on va suivre un personnage qui va entrer et qui va croiser le personnage du chapitre précédent. Donc j'ai trouvé que c'était très ingénieux et très bien orchestré, c'était très bien fait. Les personnages vont aussi interagir entre eux parfois. Des personnages qu'on a suivis ou pas encore. Et voilà, la parole passe en fait de l'un à l'autre de manière très très fluide et très agréable. Donc voilà, ça passait tout seul. Vraiment, c'était parfait. J'ai noté que mes personnages préférés étaient Shoko et Tokie. Je vous avoue que je me souviens assez peu. Je sais que ce sont des femmes toutes les deux. Je crois que Tokie, ça doit être la grand-mère. Et Shoko, c'est une jeune femme qu'on découvre au début. Oui, voilà. Shoko, on la découvre dans le deuxième chapitre, et Tokie, effectivement, c'est la grand-mère qu'on découvre dans le troisième. J'ai adoré ces personnages. Vous dire pourquoi, ce serait un peu vous spoiler, je vais peut-être vous laisser les découvrir tout seul. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était... voilà, j'ai particulièrement aimé ces deux personnages. Il y a une très agréable symétrie dans la composition du roman, c'est-à-dire que on va boucler la boucle de manière très... oui, très... En fait, on va finir à Takarazuka comme on a commencé à Takarazuka. Je crois qu'on finit même avec les mêmes personnages, il me semble.
Oui, on finit avec les mêmes personnages. Et voilà, c'était logique, c'était élégant, c'était bien fait, c'était parfait. Donc voilà. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire l'autre roman de Hiro Arikawa que je n'ai pas encore lu, donc Les Mémoires d'un chat, pardon. Parce que j'ai lu Library Wars, j'avais oublié que c'était elle qui les avait écrits. Mais voilà, entre temps est arrivé Les Mémoires d'un chat et je l'ai toujours pas lu, et je dois le lire en lecture commune avec des amis. Donc voilà, ça va être très bien. Je vous le recommande, ce livre, il était incroyable, très doudou et très beau. Ensuite, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi, encore un roman japonais. En français, c'est Avant que le café... Tant que le café est encore chaud, voilà. Tant que le café est encore chaud, j'essaie de vous retrouver ma chronique, je ne la trouve pas, elle est là. La première chose qui m'a attirée dans ce livre, c'est évidemment sa couverture, hein. Je me suis dit que ça allait être un endroit assez... Enfin, une atmosphère assez feutrée, assez sympathique, assez douce, avec un chat. Évidemment. Et voilà, donc c'est un roman qui est aussi sous forme de recueil de nouvelles, un petit peu comme Au prochain arrêt, mais qui est alors clairement moins doudou, je trouve. Donc clairement c'est un livre un petit peu moins doudou, on va suivre 4... alors, pour vous résumer un petit peu, en gros c'est une histoire de voyage dans le temps. La personne qui veut voyager dans le temps va pouvoir le faire, mais elle doit revenir avant que le café ne soit froid. Voilà, donc le café doit rester chaud et dès qu'il est froid, si elle n'a pas bu le café en entier, elle reste coincée. Donc on va suivre 4 personnages qui vont vouloir voyager dans le temps, donc retrouver quelqu'un dans le passé. Et alors j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que c'était très répétitif et assez long, puisqu'en fait on va nous répéter beaucoup le processus d'installation de la personne qui va boire le café, mais on va en fait, les rencontres vont être très très courtes, ce que j'ai trouvé très frustrant, parce que clairement, l'installation pour boire le café est tout le temps la même en fait, en fin de compte. Voilà, j'aurais aimé en fait que les rencontres soient, que l'accent soit davantage mis sur les rencontres et qu'elles durent un peu plus longtemps, ou en tout cas qu'on reste un peu plus longtemps avec ces personnages, parce que là vraiment c'était beaucoup trop rapide pour moi en fait. C'était alors beaucoup trop rapide pour moi et les personnages du coup, parce que eux-mêmes n'ont pas de temps, mais je veux dire c'était beaucoup trop rapide au sens où j'aurais vraiment préféré que l'atmosphère se pose. Là j'ai eu l'impression qu'on n'avait vraiment pas le temps, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Les chapitres se concentrent sur des personnages très très différents et sur des histoires très différentes. Il y a la dernière histoire en fait, j'avais deviné ce qui allait se passer, mais je sais pas trop ce que je pense de ça du coup, j'ai un petit doute. Il y a toujours des personnages quand même que j'ai appréciés, Kazo et Kai, surtout Kai d'ailleurs, que je trouve très douce et très calme, qui paraît même pratiquement irréelle tellement, voilà, on dirait qu'elle est pas réelle. Mais voilà, un petit peu déçue du coup par ses répétitions et ses longueurs. Je pense que je continuerai la série, mais pas tout de suite, j'attendrai un petit peu parce que voilà, un petit peu déçue. Ensuite j'ai écouté en audio Sistra, le premier tome, donc la première épreuve de Marine Stangel je pense, aucune idée, j'ai jamais entendu son nom prononcé donc je ne sais pas. C'est pour le PLIB et c'était un roman qui m'intéressait pas spécialement, mais comme j'ai été obligée de le lire parce que c'est un finaliste, je m'y suis mis. Alors que vous dire sur ce livre? D'abord c'est une dystopie, mais c'est une dystopie très très sombre, une vraie dystopie pour le coup, qui va s'appuyer sur les difficultés climatiques actuelles et qui va les faire évoluer et les renforcer. Par exemple, on va se concentrer en France dans le roman, et donc c'est l'évolution politique de la France sur laquelle on va se concentrer. Et donc vraiment c'était très vraisemblable, très réaliste, quasi ça pourrait se passer comme ça, vraiment. Pour autant, j'ai jamais réussi à entrer dans le livre. Alors je vais déjà vous le résumer rapidement. En gros, on a donc les conditions climatiques qui sont terrifiantes, et on a plusieurs espèces qui vont s'éteindre, et il va falloir mettre en place en gros la politique de l'enfant unique, en France aussi. Et donc on a les couples n'ont le droit d'avoir qu'un seul enfant. C'est la loi Sistra. Si jamais un autre enfant naît, cette fratrie va devoir s'affronter, et l'un des deux membres de la fratrie va devoir mourir pour que l'autre puisse continuer à vivre, en gros. J'ai résumé très rapidement. Et donc on va suivre notre narratrice qui a une sœur. En fait on va les suivre toutes les deux, puisqu'on va avoir vraiment les deux jeunes filles en même temps. Donc on va les suivre, alors on va dire du début entre guillemets jusqu'au moment où elles vont devoir s'affronter. Si j'ai pas réussi à entrer dans le roman, c'est parce que j'ai écouté le livre en audio et j'ai eu énormément de mal avec la voix de la narratrice. J'ai trouvé
un peu agaçant. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas du tout accroché à sa façon de raconter. Et aussi, je pense que l'écriture du roman ne se prêtait pas à la narration audio, enfin en tout cas à cette narration-là, parce que l'écriture était très... pour vous donner une idée, la dernière phrase du résumé, c'est « Il ne doit en rester qu'une, l'autre doit s'éteindre à tout jamais ». C'est très dramatique pour être dramatique, et j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'écriture. Donc voilà, j'ai eu vraiment du mal avec la narration et l'écriture. Du coup, j'ai jamais réussi à entrer. Et puis, j'ai trouvé que même si c'était vraiment très vraisemblable et que ça s'appuyait sur l'actualité et sur un futur plausible, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à toutes les autres dystopies que j'ai pu lire. Du coup, j'ai pas réussi à trouver que c'était suffisamment novateur pour m'accrocher à quelque chose. Mais je suis persuadée que ceux qui adorent la dystopie, du coup, adoreront ce livre, clairement. Parce qu'on est clairement dans de la dystopie pure et dure. De mon côté, moi j'étais pas d'humeur en fait à lire de la dystopie au moment où je l'ai lu, donc bon, ça s'est pas très bien passé et j'ai pas réussi à accrocher, j'ai pas réussi à aimer. C'est aussi du young adulte, et ça, ce qui dit young adulte dit romance la plupart du temps, et là vraiment, bon, il n'y a pas d'insta love, il n'y a pas de triangle amoureux, mais il n'y a pas d'alchimie entre les personnages. C'est-à-dire qu'on a une romance qui, pour moi personnellement, sort de nulle part, et j'ai l'impression qu'elle était là parce qu'il en fallait une, et j'ai trouvé ça dommage. Pour les personnages, je peux pas trop vous en dire parce que je risque de vous spoiler, mais j'ai réussi à m'attacher à personne. Voilà, donc ni à l'aînée, ni à la cadette, et pas non plus aux autres personnages qui arrivent. Il y a notamment un personnage que j'ai haï de tout mon cœur. J'ai pas d'ailleurs trop compris pourquoi il était comme ça. J'ai pas réussi à le cerner, j'ai pas réussi à comprendre pourquoi il était à ce point détestable. Donc voilà, mais je l'ai haï profondément. Mais voilà, les narratrices du coup, l'aînée et la cadette, donc Kali et Kaya, j'ai eu beaucoup de mal avec elles, notamment avec leurs phrases qui sont dramatiques mais qui pour moi tombaient à plat en fait. Donc je sais pas si la narratrice, si la narratrice audio ou si c'est l'écriture du roman, mais pour moi ça n'a pas fonctionné. Mais je suis sûre que ça peut fonctionner pour beaucoup d'autres par contre. Mais moi j'ai pas réussi. Et la fin elle c'est un peu dubitative. Je me suis dit que c'était un petit peu rapide et facile entre guillemets. Voilà. Du coup, je pense que je lirai la suite, je ne sais pas, peut-être. Mais dans ce cas-là, il faut que je le fasse cette année parce que je pense que sinon je vais abandonner la duologie, puisque c'est une duologie. Mais voilà, j'ai pas du tout apprécié ce livre, enfin j'ai pas réussi à entrer dedans. Mais je suis persuadée que pour ceux qui aiment les dystopies de lutte familiale ou ce genre de choses, franchement, tentez. Parce que il est très possible que vous appréciez. C'est vraiment pas... c'est plus moi qui était vraiment pas dans le mood et ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais pour vous, ça peut le faire, donc tentez quand même. Pour le coup, là, ne vous laissez pas influencer par mon avis. Ensuite, j'ai lu 2 livres dont je vais vous parler en même temps. J'ai lu le livre 5 de Camelot, donc les scripts de Camelot, livre 5, première et deuxième partie. Du coup, entre temps, j'ai recommencé à regarder Camelot, puisqu'on m'a offert le coffret pour mon anniversaire. Donc on est arrivé au livre 3, et j'aimerais bien avoir tous les autres scripts, puisque ce sont les seuls que j'ai. Le livre 5, et j'ai adoré. J'avais en fait très envie d'avoir le script de ce livre en particulier, parce qu'il y avait une citation que j'adorais, et du coup je l'ai surlignée, mais je sais pas où elle est. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Il y a des citations en fait, il y en avait une que j'ai adorée dans ce livre 5, et je me souvenais des épisodes et j'avais adoré. Voilà, je vais vous le lire du coup. C'est Mélie Hagan qui parle à un autre personnage et qui lui dit voyez-vous, quand vous pleuriez étendu dans votre campement abandonné et que vous hurliez si fort guenièvre que tout sur terre vous entendait, j'ai cru que je pouvais vous aider. C'est pour ça que je me suis permis de vous aborder. Moi c'est la partie vraiment avec... vous hurliez si fort guenièvre, je sais pas, je trouve que la tournure des phrases est incroyable, enfin voilà, j'adore. Et donc voilà, c'est à la fois, enfin ce livre en tout cas, est à la fois humoristique et un peu plus sombre, puisque c'est là que, enfin c'est là. Déjà dans le livre 4 on commence à être un peu plus du côté sombre de la force. Mais voilà, il y a toujours de l'humour, mais il y a aussi le côté un peu dark qui commence à se développer. Et voilà, j'adore Camelot, donc j'étais trop contente de lire ce livre 5 en 2 parties. Il faut que je continue avec les autres, enfin il faudrait que je reprenne en fait au livre 1, ce serait pas mal. Ensuite j'ai lu La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, donc là c'était la suite de... Je me souviens de me taper avec le lit, tout va bien. C'était la suite donc de mes lectures parce que j'avais envie de lire des romans japonais. Alors l'écriture était pas formidable pour le coup, hein. Bon après c'est une traduction donc je me dis que ça doit être aussi un petit peu ça. C'est pas évident je pense de traduire une langue aussi éloignée du français et de la rendre aussi
poétique entre guillemets que la langue d'origine. Mais pour autant, j'ai adoré ce livre. C'est en gros l'histoire d'une bibliothèque qui est un peu cachée au fin fond d'un centre social, je crois. Voilà, et pas forcément facile à trouver. Mais dans cette bibliothèque se trouve une femme, la bibliothécaire, qui est très impressionnante. Et voilà, il y a en gros au cours du roman plusieurs personnes qui vont aller la voir pour des problèmes. En fait, ils vont pas lui parler de ses problèmes, mais elle va savoir ce dont ils ont besoin. Elle va leur conseiller un livre tout en leur prêtant les livres dont ils ont besoin. Et voilà, le but c'est de voir comment... Enfin, le but, entre guillemets. On va dire que grâce à elle, ils vont trouver un livre inattendu qu'ils ne s'attendaient pas à lire ou qu'ils ne s'attendaient pas à emprunter et qui va probablement changer leur vie. Voilà. Je vais pas en dire plus, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment très doux et très beau. Le livre était peut-être un peu long, mais j'ai adoré la fin et voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, j'ai écrit que côté émotion, c'était quand même très fort. C'était très beau, tout en étant pas niais. Ce qui est alors, rare, non, mais on peut se dire que souvent, quand c'est très beau et que c'est émouvant, ça peut être niais. Là, ça l'est pas du tout. Surtout le côté, ouais, est-ce que les livres peuvent vraiment changer votre vie? Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était... En fait, on sent déjà... Enfin, si les personnages qui viennent voir la bibliothécaire vont changer de vie ou pas, après la découverte du livre qu'elle va leur prêter et qu'ils ne voulaient pas emprunter à l'origine, c'est aussi parce qu'eux ils sont déjà dans une démarche de je veux changer et je sens que quelque chose ne va pas dans ma vie en fait. On le voit d'ailleurs puisqu'on va suivre en fait chacun de ces personnages en première personne et voilà, c'était vraiment très 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 bien. J'ai aimé du coup qu'on mette en lumière l'importance de la bibliothèque, qu'elle soit au cœur de l'œuvre. Et que ce soit des ouvrages assez variés en fait qui vont aider les personnages. Il y a par exemple un recueil de poèmes je crois, il y a un livre pour enfants, enfin voilà, c'était très beau. Enfin, ce livre, enfin les problèmes des personnages en fait vont tourner aussi beaucoup autour de la vie pro, du fait de ne pas profiter de sa vie personnelle, de ne pas se rendre compte de l'impact qu'on a dans la vie sur les gens autour de nous, quand on fait par exemple un métier de service ou ce genre de choses. Et j'ai bien aimé cet aspect là, c'était aussi peut-être... lié à ma situation personnelle, je me suis dit que c'était le bon moment de lire ce livre pour moi. J'ai aimé qu'il y ait des personnages qui reviennent au cours des nouvelles, donc des personnages dont la vie a déjà changé, qui vont ressurgir dans le chapitre sur d'autres personnages qui arrivent à la bibliothèque pour de l'aide. J'ai eu comme avec Au prochain arrêt un effet microcosme que j'ai adoré en fait. Je vous en ai pas parlé mais vraiment dans Au prochain arrêt si j'ai... Enfin dans Au prochain arrêt si j'ai adoré aussi, c'est parce qu'on a vraiment l'impression que les personnages vivent dans une espèce de bulle, tous au même endroit, et que du coup ils vivent ouais, dans un microcosme, que c'est doux, cosy, et qu'ils sortent pas de cette bulle en fait. Donc j'avais adoré ce côté-là, et je l'ai un peu retrouvé du coup dans la bibliothèque des rêves secrets. J'ai annoté toute la dernière nouvelle parce qu'elle était incroyable, c'est ma préférée de toute façon. Et je lirai le prochain roman de l'autrice qui s'appelle Un jeudi saveur chocolat je crois. Donc voilà, et en plus, bah, il est là voilà, Un jeudi saveur chocolat. Et en plus sur la couverture il y a un chat noir. Parfait, il y avait déjà un chat là, merveilleux. Donc je vous recommande aussi ce livre qui était vraiment sympa, c'était une lecture légère, ça peut passer d'ailleurs pour le challenge que je vous ai présenté plus tôt. C'est parfait pour ça. Ensuite j'ai lu... Est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. Non, j'ai lu La Tour de l'Hirondelle, donc le tome 6 du Sorceleur, qui je trouve était pire que le tome 5. En tout cas pour moi niveau appréciation c'était pire. J'ai eu plus de mal encore avec ce livre. J'ai trouvé que les personnages tournaient encore plus en rond. Il ne me reste qu'un seul livre après celui-là, donc je vais le finir. Hein. Mais, parce que j'ai envie de finir, j'ai envie de connaître la fin. Mais parfois je me dis aussi à quoi bon. Parce que je n'apprécie pas mes lectures. En fait. Vraiment, voilà. Il y a toujours plus de scènes... Enfin, il y a toujours des scènes... misogynes, sexistes, misandres. Il y a toujours des scènes de... violence sexuelle, il y a des commentaires sexuels ou grossiers ou vulgaires qui sont là, vous avez vu, ça fait réaliste. Mais non. En fait non. Donc voilà, donc je suis un peu agacée en fait à ce stade de la lecture. J'aime toujours les chapitres avec les magiciennes parce qu'il y a le côté politique du coup, mais bon, enfin, c'est juste ça quoi. Quasi le côté Geralt cherche Ciri, ouais, ben ouais. C'est bien. Ça, voilà, c'est plus la raison pour laquelle je lis. Par contre, j'aime bien aussi la mise en abîme, puisqu'il y a des moments où on se rend compte qu'en fait, la légende de Geralt est racontée dans le futur, et on a des bribes de cette légende au fil du livre. Et c'est sympa de voir la réalité, ce qui s'est vraiment passé, et la légende. Ça, c'est bien. Mais voilà, sinon, j'ai énormément de mal avec cette série. Donc je vais la finir, hein, parce que j'ai envie de la finir. Mais voilà. Je
suis un peu déçue. Et donc c'est ce que j'écrivais sur ma chronique Goodreads. Je lis de la fantasy, enfin j'adore lire de la fantasy pour les intrigues politiques, les conflits, les stratégies, ce genre de choses. Et là, bah c'est pas vraiment, enfin j'ai plus l'impression que ce soit centré là-dessus. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal et je souffre. Voilà. J'aimerais aimer cette série, mais ce que je trouve un peu triste du coup. On a ensuite un livre que j'ai adoré et qui m'a assez surprise, parce que je ne m'attendais pas à l'aimer autant. D'ailleurs, j'ai pas encore fait la chronique sur Goodreads. C'est The Book of Tea de Kakuzo Okakura. Alors en anglais, en français plutôt. Il s'appelle comment ce livre? Le livre du thé, je crois, tout simplement. Et on va pas tomber sur l'édition française. Voilà, le livre du thé. Le livre du thé, publié d'ailleurs chez Piquier. Je l'ai lu il y a un petit moment, mais je me souviens que j'avais trouvé ça à la fois beau, à la fois simple. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était pas l'apologie, mais plus prôner une vie plus simple et moins et plus proche de certaines valeurs qui nous tiennent à cœur, ce genre de choses. Alors c'est très dense, même si c'est très court. Hein. D'ailleurs, il a été écrit en anglais ce livre à l'origine, j'ai l'impression, puisqu'il n'y a pas de mention du titre d'origine. Donc voilà, je pense qu'il a été écrit en anglais d'origine. Il est plutôt long à lire, même s'il fait 100 pages, 109 pages, parce que c'est un vocabulaire assez compliqué. Ça stimule la réflexion clairement, donc ça va nous faire réfléchir sur plusieurs points, par exemple sur l'Occident, sur sa vision de l'Orient, sur l'Orient et sa vision de l'Occident, puisque l'auteur n'hésite pas à critiquer l'Occident et sa façon de faire. On est vraiment en immersion dans une culture qui n'est pas la nôtre, donc la culture japonaise, puisque l'auteur est japonais. Et du coup, vraiment c'est autre chose. Du coup, ne vous attendez pas en commençant ce livre à une lecture facile et rapide. C'est clairement quelque chose dans lequel il faut s'immerger petit à petit. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Je ne vous ai pas dit ce que c'était, mais en gros, c'est un guide sur la cérémonie du thé, sa beauté, sa simplicité, tout en étant une critique de l'Occident et le fait de prôner un art de la simplicité. C'était vraiment très beau. C'est une autre vision aussi de la cérémonie du thé, je trouve, parce que c'est pas seulement le thé qui compte, mais c'est vraiment toute une esthétique, tout un mode de vie, en fait, on a l'impression. Un ensemble d'éléments qui créent un événement. Événement qui d'ailleurs doit être parfait dans son imperfection, ce que j'ai trouvé aussi très beau. C'est très bien écrit, il y a de très belles images qui évoquent la cérémonie du thé, le lien avec la nature, les fleurs, la saison, le temps. C'était vraiment très doux à certains moments. Très doux, même si du coup, comme je vous le disais, il y a une critique qui se dégage du texte, une critique de l'Occident, mais aussi en quelque sorte une critique de l'Orient, puisque l'auteur va déplorer le fait que certains orientaux se tournent vers les modes ou les cultures occidentales. Donc l'homogénéité en fait qui est prônée par la modernité, vraiment l'auteur on sent qu'il est foncièrement contre ça, parce qu'on s'éloigne de la tradition et des cultures, des mosaïques de culture en fait qu'est le monde concrètement. Hein. C'était vraiment très beau. Il y a une appréciation aussi de l'art. Parce qu'il y a un passage sur l'art, une réflexion sur l'amour de l'art et pas seulement son apparence, au sens où on n'est pas là juste pour dire ouais c'est beau. C'est vraiment une appréciation profonde, un sentiment quand on est face à une œuvre d'art. J'ai trouvé ça très beau. Il y a d'ailleurs une critique, il me semble que c'était des occidentaux encore une fois, d'occidentaux qui voient une œuvre d'art et qui veulent la posséder comme si l'art pouvait être possédé alors que vraiment c'est une contemplation, tout ça. C'était vraiment très très beau. Oui, il y avait aussi l'idée que en fait, pour les occidentaux, enfin, je crois que c'était pour les occidentaux, hein, il y avait aussi l'apparence de, oui, moi j'aime l'art, au sens où on veut se faire, avoir une réputation particulière, qui renvoyait une image particulière, et c'était pas ça la vraie appréciation de l'art. Il y avait une véritable émotion qui se dégage quand on voit une œuvre d'art qui n'est pas quelque chose de facile ou de simple ou ce genre de choses, c'est pas quelque chose d'évident ou de commun. C'était l'idée aussi, alors pas élitiste, mais vraiment l'idée que on a chacun des œuvres d'art qui nous parlent en particulier, et ces œuvres nous parlent pour une raison qui est personnelle, et c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir partager forcément avec tout le monde. C'est pour ça que dedans il expliquait que c'était pas forcément commun, qu'il fallait être dans un état d'esprit particulier pour apprécier l'art. J'ai adoré ces passages parce que c'est quelque chose de très différent de ce qu'on nous dit d'habitude. Où on nous dit oui, l'art pour tous, ce genre de choses. Là c'était vraiment une vision complètement autre de l'appréciation de l'art, et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé la fin très très belle, puisque là on traite d'acceptation de la mort, de préparation face à la mort, et voilà. Donc en fait vraiment c'est un livre sur le thé. En fait c'est pas qu'un livre sur le thé, c'est vraiment comme si ce livre sur le thé était
dégager un mode de vie vraiment avec la cérémonie du thé au centre, mais c'est vraiment tout à fait autre chose, c'est pas juste le thé. Et voilà, c'était très beau. On parle de poésie aussi un peu. Enfin, voilà. J'ai adoré ce livre. J'ai trouvé qu'il était voilà, dense, riche, un peu long, mais tout était nécessaire dans ce livre. C'était vraiment très beau. Ensuite, j'ai lu The Nature Fix de Florence. Alors, je crois que c'est Florence Williams, l'autrice. Non, c'est ce que je voulais faire. Non, si, tant pis. Hop. J'ai fait n'importe quoi. Oui. The Nature Fix, alors je vais vous lire le sous-titre. The Nature Fix, Why Nature Makes Us Happier, Healthier and More Creative. Moi je l'ai écouté en audio, donc la narratrice c'est Emily Woozeler qui je trouve est incroyable. C'est une très très bonne narratrice, donc je vous la recommande si vous écoutez des livres audio en anglais. Elle narre très bien, c'était elle qui avait narré This Is How You Lose the Time War. Bon, j'ai eu du mal avec This Is How You Lose the Time War, mais c'était vraiment pas pour la narration, c'était plus pour... Enfin, c'était pas pour la narration audio, c'était plus pour la narration en tant que telle. Mais vraiment, Emily Woozeler, elle a une voix particulière que j'aime beaucoup. Alors, ce sera très rapide. L'idée est super intéressante. C'est l'idée d'un lien entre la santé et la nature. J'ai beaucoup aimé parce qu'on nous parle de l'ouïe, de l'odorat, on nous parle vraiment de promenade, on nous parle carrément aussi de statistiques en mode il faut passer tant de temps dans la nature pour être en bonne santé, ce genre de choses. C'était très bien. Sauf que... comme c'était un livre audio, je pense que j'aurais dû le lire, enfin je vais le relire en papier je pense, pour en tirer le maximum, parce qu'en audio, pour la non-fiction, quand on veut en tirer quelque chose pleinement, c'est compliqué, parce que c'est bien comme ça, mais c'est bien pour, on va dire, avoir une première approche, mais là par exemple, il aurait fallu que j'ai le livre pour la noter et tout ça. Donc j'ai apprécié la voix, mais c'était pas évident à suivre, et je le relirai, mais moi j'ai surtout beaucoup aimé... de ce que j'ai réussi à en garder. J'ai aimé que l'autrice nous parle de ses voyages et qu'elle voyage du coup dans différents pays pour avoir différentes solutions à l'éloignement de l'homme avec la nature, parce que c'est aussi de ça dont elle parle. Je crois qu'elle va en Corée notamment, à un moment donné. Et c'était super intéressant de voir comment en Corée ils faisaient pour rester proche de la nature, ou pour comment les gens allaient dans des centres exprès pour dire écoutez il me faut une dose de nature sinon je vais mourir, je me sens vraiment pas bien niveau santé. J'ai aimé l'idée du coup du livre qui sépare enfin qui est classé par rapport au sens, c'était vraiment très bien, mais du coup il faut que je le relise parce que bon, clairement juste le lire en audio c'était pas suffisant pour moi, donc voilà. Du coup je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads, mais je pense qu'il mériterait plus, juste il faudrait que je le relise. Ensuite on a Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa, pardon. Je sais pas pourquoi, alors je pense que c'est pour la couverture clairement. J'étais persuadée que les autrices étaient des autrices. En fait ce sont des auteurs, ce sont tous les deux des hommes qui ont écrit ce livre. Et voilà. Très très rapidement. C'est l'histoire de chats qui vont nous parler de leur maître, en gros. Et de leur maîtresse surtout. Donc c'est le lien entre femme et félin. J'ai aimé certains aspects, alors étrangement j'ai beaucoup plus aimé suivre les êtres humains que les chats. J'ai trouvé que le côté chat était peut-être un peu trop anthropomorphe, en tout cas moi j'ai pas réussi à apprécier pleinement le côté chat. J'ai été un peu déçue en fin de compte par ma lecture, je pense que j'en attendais beaucoup, j'ai été hypée par l'idée d'entrer dans la tête de chat et d'avoir un roman à plusieurs voix avec à la fois le côté humain et le côté félin. J'ai aussi été hypée par la couverture que je trouvais incroyable et l'espèce de douceur qui se dégageait déjà un petit peu comme au prochain arrêt. J'ai aussi été attirée par la mention d'une critique de la société japonaise, mais en fin de compte c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, enfin en tout cas j'ai été assez déçue. La première nouvelle par exemple, le chat va tomber amoureux de sa maîtresse et je sais pas, moi j'ai trouvé vraiment que c'était anthropomorphique et que c'était un peu gênant, donc voilà, j'étais un petit peu déçue et voilà, je sais tout ce que j'en garde. La traduction était... on sentait la traduction parfois aussi, c'était un petit peu gênant. L'écriture était parfois belle aussi, donc voilà. Mais j'ai vraiment... Enfin, j'aurais préféré... Enfin, normalement, en fait, dans ce genre de livre, je pense notamment à Children of Time d'Adrian Tchaikovsky, je préférais suivre l'autre espèce, en fait, pas les êtres humains. Et là, carrément, je préférais dans la tête des humains. Donc bon, voilà, j'étais un peu déçue. Quelque part, ce livre est déjà assez loin de moi, dans mon esprit. Donc voilà. Belle couverture, mais dommage, ça, pas à la hauteur de... Voilà. Pas à la hauteur de mes attentes. Il nous reste 2 livres
dont un dont je vous ai déjà parlé dans un vlog, donc j'irai très rapidement. Je vais donc d'abord vous parler de celui dont je vous ai pas parlé. Là où règnent les baleines de Jolanne C. Bertrand, que j'ai emprunté à une amie. Alors voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Il y a une partie en fait qui va être illustrée que j'ai trouvé vraiment géniale. J'adore l'illustration de couverture, je la trouve top. En plus elle court jusqu'à la quatrième de couverture. Donc voilà, elle est vraiment très très belle. C'est l'histoire de, je me souviens plus son nom, Rohan. Rohan qui adore les romans d'horreur et qui va se retrouver à devoir aller vivre chez son oncle qui est gardien de phare, donc qui vit dans un phare. Et elle a vraiment pas envie d'y être, hein. Pour les grandes vacances, elle rêvait clairement d'autre chose. Surtout qu'elle fait de la natation synchronisée et qu'elle voulait du coup s'entraîner. Elle va pas pouvoir le faire à cause de ça. Et voilà, elle est déçue de passer 2 mois avec son oncle, qu'elle ne connaît pas en plus. Donc voilà. Et elle adore nager. J'ai eu beaucoup de mal au début. J'ai trouvé que, notamment à cause de l'écriture, en fait, parce qu'on est... alors on n'est pas dans la tête du personnage, il me semble, hein. On est en troisième personne. Mais il y avait des... parasitage, enfin la voix du personnage parasite la narration et j'aime pas trop quand ça arrive, voilà, j'apprécie pas spécialement ça. Il y a aussi fréquemment des répétitions de la même phrase ou du même type de phrase, par exemple les vacances de la disgrâce ou les mauvais choix de vie. C'était assez répétitif. Au début je me suis dit non mais en fait j'aurais pas dû emprunter ce livre, non. Et en fait au fur et à mesure l'intrigue m'a permis de clairement passer outre, parce que l'intrigue était géniale. J'ai adoré l'humour qui fonctionnait parfois, alors au début pas vraiment. Plus on avance dans le livre, plus il fonctionne, je trouve, donc ça c'était top. Et j'ai adoré les relations qui se tissent entre les personnages. J'ai trouvé que c'était une belle réécriture du mythe des sirènes, parce que je pense que vous vous en doutez. Hein. On nous en parle d'ailleurs à un moment donné, je crois. Elle entend une voix qui l'appelle la nuit. Donc voilà, il y a une réécriture du mythe des sirènes dans ce livre. C'était vraiment trop bien. J'ai noté que j'ai trouvé un petit peu étrange que Kiersik, l'oncle, donne des noms anglais à certains personnages. J'ai pas compris pourquoi, mais en fin de compte, je crois que c'est logique parce qu'ils habitent... plutôt côté anglo-normand, plutôt anglais. Donc en fait ça passe, mais c'était un peu étrange dans le livre puisque c'était écrit en français. Ça sonnait un petit peu bizarre en fait dans le corps du texte. Mishka fait ses grises, tout va bien. J'ai trouvé que ce livre était parfois très émouvant. J'ai adoré le message sous-jacent qui n'était jamais martelé, on ne voit jamais avec des gros sabots. Justement, on parle par exemple du fait que Rohan est grosse. Et c'est écrit, il me semble clairement, hein, et que, voilà, gros, c'est pas un gros mot. Et qu'elle est considérée par une baleine, comme une baleine par ses camarades de natation synchronisée, hein, d'où le fait qu'on parle de baleine. Et voilà, une discipline du coup, la natation synchronisée où la minceur est plutôt de rigueur, hein. A l'air plutôt de rigueur en tout cas, dans le livre, d'après ce qu'on voit. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vachement bien amené, vachement bien traité, et j'ai trouvé ça top. Et le livre est pas très long, il se lit super rapidement, du coup on est vraiment dedans. L'encre est bleue, voilà, et il y a des petites illustrations au fil du temps. Vraiment c'était un beau livre, je trouve, malgré un départ un petit peu en demi-teinte. J'ai trouvé que c'était vraiment très très agréable. Il y a un moment où vraiment je pouvais plus m'arrêter de lire et j'ai adoré. On se trouve aussi à un moment dans un groupe de personnages, forcément j'étais à fond dedans. Donc voilà, c'est un très beau livre. J'ai eu du mal au début, mais en fin de compte c'est passé tout seul et c'était vraiment très bien et je vous le recommande. Vraiment, si vous avez un petit peu de mal au début, continuez. Vous verrez, l'intrigue est vraiment top et vous allez entrer petit à petit dedans. Et voilà, je vous le recommande vraiment. Lisez-le, tentez, pas forcez-vous, ne vous forcez pas hein, surtout, mais voilà, allez un petit peu plus loin et vous verrez, c'est top. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai fait un vlog pendant lequel vous m'avez vu lire ce livre et c'était, comment dire, pour le moins spécial. Le dernier livre que j'ai lu en juillet, c'était Earthlings de Sayaka Murata. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je sais pas. Donc en français c'est Les Terriens. Voilà, j'ai lu ce livre en lecture commune avec Mathilde et waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc très très rapidement, c'était très oppressant, c'était très gênant, puisque le livre va partir dans une direction et non. La fin était absolument atroce. Moi, vraiment, je me suis sentie physiquement mal à la fin, c'était juste pas possible. J'ai pas relu le synopsis avant de commencer le livre. J'aurais dû parce que du coup j'ai été plongée dans un truc auquel je m'attendais pas du tout. Le livre devient rapidement très très lourd et très très angoissant. Enfin angoissant, c'est pas vraiment angoissant, c'est vraiment plus poisseux. Voilà, c'était ça, c'était poisseux. Ma lecture, je me suis sentie poisseuse en lisant ce livre, c'était affreux. On nous parle notamment, en fait au début du livre, la narratrice Natsuki a 11 ans.
On est dans sa tête. Et donc on peut comprendre ce qu'elle traverse. Et waouh! Voilà, juste waouh! C'est un roman qui est une critique en fait de la société japonaise qui a l'air très oppressante, dans laquelle tous les membres de la société en fait doivent suivre les règles, c'est-à-dire travailler et perpétuer la vie. Et si on n'est pas d'accord, on s'en fiche en fait. Hein. Concrètement, on se fout de ce que les gens veulent, c'est ça qu'ils doivent faire. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hein. C'est aussi une idée que les gens vous regardent si vous êtes différent. Enfin, voilà. Et alors, il y a le côté enfance de Natsuki qui est juste... Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais vraiment, il y a des énormes trigger warnings. Hein, si ça vous... Enfin, si vous êtes facilement... si vous n'avez pas envie de lire certains livres, en fait. Si vraiment, il y a des choses qui vous mettent vraiment beaucoup trop mal à l'aise et que vous ne pouvez pas les lire, allez voir les trigger warnings sur ce roman parce qu'il y en a vraiment. J'ai aussi écrit qu'au début j'ai réussi à me distancer des personnages et de l'histoire. Je pouvais faire semblant d'être investie. Le chapitre 2 était dur. Le chapitre 3 permet de se redistancer, donc ça va. Mais waouh, c'était vraiment dur hein, ce qui se passe dans le roman, c'est affreux. J'ai aimé des chapitres 3 à 6 et demi. Parce que là on avait vraiment une critique de la société japonaise et que c'était vraiment intéressant en fait, puisque la narratrice en fait ne se sent pas à sa place, elle n'arrive pas à trouver sa place. Et bon là ce sont tous des spoilers donc je ne vais pas vous en parler. On va voir sa famille, on va voir d'autres personnages, des personnages qui sont soit qui mettent mal à l'aise, soit qui sont juste insupportables. Mais vraiment concrètement ce roman est oppressant. Alors j'avais noté qu'il parlait de la condition féminine, mais en fait il parle de la condition des gens. Juste voilà, puisque je vous ai dit c'est pas seulement les femmes qui sont censées travailler puis perpétuer voilà, l'espèce humaine, mais les hommes aussi, et merci Mishka, et du coup oui voilà, c'est juste oppressant. Il y a un moment donné aussi on va nous parler d'agression sexuelle et de la façon dont les femmes sont traitées après avoir été agressées sexuellement, comment elles sont, soit elles sont, enfin elles ont honte et on leur fait honte, en gros on leur fait comprendre qu'elles doivent avoir honte, soit on leur dit qu'elles ont de la chance, en tout cas personne ne les comprend, hein, donc c'est assez affreux. En tout cas, elles sont pas aidées, elles sont pas encouragées, ni rien. Et alors, tout le long de la lecture, je crois que je vous en ai parlé dans le vlog, mais je ne comprenais pas pourquoi ce livre était classé dans l'horreur. Parce que bon, certes, ce qui se passait vraiment affreux, mais c'était pas de l'horreur au sens genre littéraire du terme. Et là arrive le chapitre 6. Ah mon dieu! Voilà, c'est pour ça que j'aurais dû regarder les trigger warnings aussi, parce que c'est vraiment un des tropes que je ne veux pas lire dans mes livres. C'était juste, ah non, non, stop, on s'arrête là. Bon, c'était la fin donc j'ai lu, mais il y avait la nausée, voilà, je me sentais mal, j'avais envie d'arrêter de lire alors qu'il me restait 30 pages. Je l'ai fait hein, pour un livre que j'ai pas aimé là récemment, je vous en parlerai. Mais voilà, je n'ai pas arrêté et c'était juste affreux, j'avais envie que ça s'arrête. La fin était trop bizarre. Pour moi on peut l'interpréter de différentes façons. Enfin, moi en tout cas je l'ai interprété d'une certaine façon. Il y avait des... Ah non, je peux pas, j'ai appuyé sur le spoiler et du coup j'ai vu le spoiler, je peux pas. C'était juste horrible, voilà, ah, affreux. Et j'ai pas senti la traduction par contre, ça c'est une remarque positive. Habituellement je trouve que ça se sent et là non, j'avais l'impression que c'était écrit en anglais. Je sais pas si c'est parce que j'étais tellement horrifiée que je faisais plus attention à ça, mais... Ouais voilà, aucun problème avec la traduction par contre, vraiment il n'y avait pas de moment où je me suis dit ah là on sent que le traducteur a galéré à trouver un équivalent en anglais de quelque chose en japonais, non là vraiment rien du tout, donc vraiment chapeau au traducteur. Et donc c'était un roman très étrange, vraiment très bon et très efficace pour ce qu'il voulait faire, hein, mais absolument affreux du coup, donc voilà, si... Enfin, j'ai pas aimé ce livre, hein, vraiment, je l'ai pas haï mais je l'ai pas aimé. C'est pas un livre qui va se retrouver dans mes favoris de l'année, hein, clairement. Mais il laisse pas indifférent, c'est sûr. Et donc voilà, je vous conseille, si vous êtes particulièrement sensible, d'aller regarder les trigger warnings avant de le lire. Voilà, alors je peux vous les donner si vous voulez. Est-ce que quelqu'un les a listés? Parce que moi, bien sûr, je ne l'ai pas fait, hein, et je ne me souviens pas de tout. Donc voilà, je préférerais que quelqu'un les listé pour moi. Ah, il y a quelqu'un qui a dit c'est juste trop pour moi. Oui, je comprends, je comprends totalement. Est-ce que c'est trop pour moi? Oui, totalement. Voilà, quelque part je regrette d'avoir lu ce livre en fait. J'aurais peut-être pas dû le lire. C'était... Voilà. Alors, attention trigger warning pour ceux qui préfèrent ne pas les avoir, parce qu'il y en a qui préfèrent ne pas les avoir. Vous pouvez passer, je vais vous mettre le moment où j'arrête de donner les trigger warnings. Mais il y a maltraitance d'un enfant, viol d'un mineur, inceste, meurtre et cannibalisme. Voilà, voilà, c'était...
c'est affreux. Voilà, je garde un souvenir très mitigé de ce livre. D'ailleurs, j'avais oublié que je l'avais lu. Je pense que voilà, mon cerveau avait juste fait voilà, erreur 404 parce que c'était juste trop cool. Donc voilà, c'est la fin de ce bilan de juillet. Alors je vais regarder s'il y en a que j'ai abandonné parce que ça m'arrive. Oui, en juillet, j'ai abandonné. Oui, bon. J'ai abandonné un livre qu'en fait j'avais arrêté il y a longtemps, mais je me suis décidée vraiment à l'abandonner définitivement. C'était 1000 Years of Knowing the French, 1000 ans de mes ententes cordiales, je crois, de Stephen Clark. Parce que effectivement, je suis française et j'étais agacée. Voilà. Parce qu'il y a des moments où on a une relecture anglaise en fait de l'histoire française et ça peut être un peu agaçant. Donc voilà, puis j'ai pas tellement... c'est pas tellement que j'ai pas appris de nouveaux trucs, mais on va dire que ce sont des choses qu'on n'apprend peut-être pas en cours d'histoire en France, mais j'ai aussi l'impression que l'auteur là a réinterprété en fait l'histoire et que du coup bah c'est pas non plus voilà. En bref, j'ai pas spécialement apprécié. Et c'est tout pour le bilan de juillet. Alors pour vous dire un peu, parce que j'ai des statistiques sur tous mes mois, je fais le meilleur et le moins bon. Et donc pour moi le meilleur de ce mois-ci c'était In the Lives of Puppets parce qu'il était incroyable. Et le moins bon c'était Sistra, le tome 1, première épreuve. Mais j'aurais pu mettre côte à côte Earthlings, enfin j'aurais pu lui ajouter Earthlings parce que vraiment c'était... Voilà, c'était assez horrible. Si on regarde les statistiques, oula, j'ai lu 16 livres, 2642 pages, non c'est pas ça, ça c'est juillet, c'est juin. 15 livres, 3657 pages, 36h50 d'audiobook. Ma note sur 5 en moyenne c'est 4,2 parce qu'en fait j'abandonne les livres que j'aime pas. Donc bon, c'est facile. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire ou si vous n'avez pas envie de les lire pour ceux que j'ai eu du mal à lire. Ou ceux que vous n'avez pas envie de lire vu ma chronique. Non, je plaisante. Dites-moi ce que vous avez envie de lire. Ne faites pas attention à ce que je dis sur les livres. Enfin, si, mais je veux dire, ne vous empêchez pas de lire des livres parce que je les ai pas aimés. Hein, tentez quand même. J'espère que vous avez apprécié. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai dit. Merci à ceux. Merci Mishka de me cacher la lumière, c'est toujours agréable. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!